C'est bon. Bon, bonsoir à tous. Donc, je vous demande au niveau des portables de les éteindre pour pouvoir tous silencer. Donc, voilà, Thierry Vincent nous invite ce soir à suivre les tribulations d'un négociant armateur havrais, installé à Ingouville au début des années 1840. Il y a une petite année, une trentaine d'années, en tant que fonctionnaire dans l'administration. Sa progression se fait en ouvrant des voies maritimes, en utilisant toutes les possibilités de trafic humain avec les colis, ces travailleurs agricoles indiens ou chinois recrutés pour aller travailler dans les Antilles. Faut-il rappeler l'abolition de l'esclavage en 1848? À ce propos, un hôtel du bocage de Bléville propose une exposition sur l'esclavage, mémoire normande, fortune et servitude, dès ce mois de mai jusqu'au 10 novembre. Notre société est partie prenante puisque l'un de nos livres anciens traitant de ce sujet sera mis en évidence. C'est en cette mouvance que Victor Marciou, que personne ne connaît, sauf Thierry, que Victor Marciou évolue dans toutes les mers du globe, notamment vers les immigrés partant pour la Californie, la côte pacifique américaine étant assiégée avec la ruée vers l'or. Sa vie sera semée de procès avant de mourir en 1890 à Lourdes, où la Vierge Marie apparut le 11 février 1858 à la jeune Bernadette Soubirous. Le premier pèlerinage se fit il y a 150 ans. Y a-t-il des causes à effet pour cet opportunisme fort de ses convictions catholiques? À toi, Thierry, de nous passionner de la vie de cet homme hors du commun. Je vous remercie. Tu veux le prendre, non? Non, on va le couper pour pas que ça fasse l'arsène. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus assister à cette présentation. Une présentation pour laquelle on doit quand même quelques explications. Il était prévu que l'on parle à trois auditeurs, intervenants sur un sujet complètement différent. Il s'agissait de Léon Meyer. Et puis une publication est intervenue nous privant de la possibilité de présenter correctement ce que nous avions fait. Ce qui fait qu'on a abandonné l'idée, mais la chaîne s'est retrouvée sans intervenant, bien évidemment, puisqu'on s'était retiré. Et donc, Jacques m'a dit, on ne peut pas rester comme ça, c'est un peu ennuyeux. Et j'ai ressorti un dossier qui datait de 2017, commencé en 2017, et sur lequel je pensais être très à l'aise. C'est-à-dire que j'avais collecté beaucoup de choses, et donc il s'agissait juste de réouvrir le dossier, et puis de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et puis finalement, au fur et à mesure des quelques semaines, il restait 3-4 semaines avant cette intervention, je me suis rendu compte qu'on était très très court sur le sujet, ou plus exactement, le sujet était tellement en expansion que c'était nécessaire de reprendre pratiquement depuis le début. Alors voilà, c'est ce que je vous propose de voir, cette construction qui s'est faite donc en 5-7 ans de recherche, mais qui s'est affinée dans les dernières semaines suite à l'enrichissement de par les amis. On y reviendra tout à l'heure. De qui parle-t-on ce soir? On va parler bien sûr de Victor Marziou, mais peut-être plutôt de Louis-Michel Marziou, ou même de Michel-Victor Marziou. Autant est-il relativement facile de dresser la généalogie et la vie d'un savant, d'un homme politique ou d'un militaire, autant a-t-il été difficile de cerner celle de Louis-Michel-Victor Marziou. Au cours de sa vie longue de 76 années, tout se passe comme si le personnage avait voulu concomitamment se mettre en lumière et se dissimuler dans l'environnement économique du moment. Pourquoi? Toute la question est là. Pourquoi? On peut avancer que c'est par le hasard des circonstances qu'il serait discret et réservé. Mais les interlocuteurs avec lesquels il échange le disent dynamique, sincère
et honnête. On est progressivement amené à s'interroger sur les agissements contradictoires du personnage qui semble travailler en sous-main, se mettre ainsi sciemment en retrait. Par conséquent, Victor Marziou est-il une victime de l'enchaînement des faits ou bien au contraire est-il un profiteur? À l'issue de l'exposé des événements, je vous laisserai en votre âme et conscience juger du personnage et de son parcours. Commençons, si vous le voulez bien, par le début. Nous allons tenter de cerner le touffu et complexe itinéraire de l'armateur Marziou en articulant notre propos en 4 temps complémentaires. Dans une première partie, nous présenterons l'homme tel qu'il apparaît au travers des registres d'état civil, les déclarations et les documents officiels, au travers de ses adresses également, et donc nous ferons le point sur l'itinéraire officiel et privé. Dans un second temps, nous définirons les attaches religieuses de Victor Marziou, mais également ses convictions politiques et sociales, et mettrons en évidence les liens qui se nouent avec le monde de la finance et du commerce. Dans une troisième section, à la lumière des 2 premières parties, nous cernerons son déroulé de carrière. Et enfin, la 4e partie, qui sera conclusive, servira de synthèse sur cet itinéraire pour le moins original. Qui est Victor Marziou? Louis-Michel Victor Marziou est né à Brest le 29 septembre 1814. Il est le fils de Hamon Marie, négociant en vin et spiritueux, et de Marie-Jeanne Angélique, née Pérard. Il se marie à Brest le 19 septembre 1835 avec Émilie Louise Célina Lavenu, fille de Georges, pharmacien de la marine en retraite, et de Aimée Marguerite Marie, née Groslot. La mariée est très jeune, 18 ans. Quant au marié, il a 21 ans, mais il est malgré tout déclaré propriétaire, demeurant à Lambézélec. Lambézélec constitue à l'époque une commune au nord de Brest. Où se trouve le couple et quel métier Marziou exerce-t-il entre 1835 et 1838? Nous n'en savons rien, malgré une recherche pointue. En revanche, en 1839, Marziou est désigné comme receveur au bureau des douanes de La Roche-Bernard. C'est le 22 avril de cette même année que naît en cette ville un petit garçon prénommé Georges-Marie Victor. Probablement le couple déménage-t-il par mutation, car en 1841, Marziou est déclaré employé à l'administration des douanes du Havre. En fait, le couple ne réside pas au Havre, mais à Ingouville, rue Saint-Thibault, au lieu dit Maison Bayeux. D'ailleurs, demain, en ces lieux et places, aura lieu une intervention dans le cadre du CHRH sur le développement du faubourg d'Ingouville. Je vous invite vivement à venir y assister, puisque, vous le savez tous, Ingouville, c'est la partie vivante aussi du Havre, et donc c'est la première commune annexée à la ville du Havre. C'est donc à Ingouville que naît le 15 octobre une petite fille qui sera prénommée Marie-Louise Thérèse. Outre sa fonction de receveur, sa solide connaissance des textes juridiques et une maîtrise de la comptabilité lui permet non seulement de maîtriser le jeu des écritures, le calcul des redevances et les procédures en contentieux, mais par son statut au sein du bureau, il rencontre et échange avec les acteurs du négoce maritime, commissionnaires, courtiers, agents de compagnie et armateurs. Combien de temps reste-t-il au service des douanes? Difficile de le dire, puisque son dossier professionnel et le registre sur lequel il doit figurer semblent ne plus exister. En m'appuyant sur les éléments publiés par les almanachs du Havre, tout me laisse à penser qu'il démissionne des douanes en toute fin 1842 ou début 1843. En tout état de cause, au cours du printemps ou de l'été 1843, il déménage d'Ingouville pour s'installer au Havre. C'est d'ailleurs au domicile de ses parents, 75A rue d'Orléans, que naît en date du 24 avril 1844 une petite fille prénommée Marie-Élisabeth Anna. Le père,
se déclare alors exerçant la profession de négociant. Si l'on veut poursuivre, on retiendra de nouveau une naissance le 6 avril 1846 d'un petit garçon prénommé Paul-Marie Xavier. Puis, volontairement ou pas, l'itinéraire domiciliaire de Victor Marziou commence à se complexifier. Présent au Havre à la même adresse jusqu'en 1850, dès octobre 1848, il ouvre cependant une agence commerciale à Paris. Il s'agit du 21 rue des Moulins. Il se fait représenter au Havre par M. Reynaud, dont les bureaux se trouvent au 85 rue des Marais. La différence entre la rue d'Orléans et la rue des Marais, il n'y en a pas, c'est la même rue, sauf que la rue des Marais, c'est le moment de la Seconde République. On a donc débaptisé la rue d'Orléans. Et Marziou dispose également d'un courtier sur Nantes. En 1852, bien que la maison de commerce principale soit sur Paris, lors de la naissance d'une fille, le 7 juin 1852, téléphone, portant les prénoms de Marguerite, Françoise, Marie, Joseph, le couple est cette fois domicilié à Vannes. Dans les almanachs du Havre de 1858, Marziou apparaît comme commissionnaire, armateur pour les lignes maritimes de Californie, toujours représenté par Reynaud rue d'Orléans. Mais Marziou possède maintenant un nouveau bureau sur Paris qui est au 10 place de la Bourse. 10 place de la Bourse, retenez bien cette adresse. Lors de la naissance de leur 5e enfant, si je ne me suis pas trompé dans le compte, une fille prénommée Geneviève Marie Hélène Victoire, le 6 janvier 1856, le couple Marziou réside à Paris, rue des Saints-Pères. C'est leur adresse personnelle. À partir de 1859, outre le bureau de la place de la Bourse sur Paris, la société Marziou et compagnie dispose de 3 bureaux au Havre, d'une adresse à Marseille, et fin 1862 ou début 63, la succursale de Marseille est définitivement fermée. On comprendra pourquoi d'ici quelques minutes. Mais de toute façon, en 1864, Marziou et compagnie ne disposent plus d'aucune adresse professionnelle. Que se passe-t-il pour en arriver à un effacement total? Ce retrait de la vie professionnelle est-il voulu, prémédité, calculé? Si en 1864, Marziou n'a plus d'activité professionnelle dans l'armement maritime, comment se fait-il qu'un de ses navires, le Fédéris Arca, fait en juin de cette même année les frais d'une piraterie en plein océan Atlantique? Pour tenter de comprendre comment il va passer de la lumière à l'ombre, entrons dans la seconde partie de notre développement et intéressons-nous à ses convictions intellectuelles et religieuses. C'est comme si le chercheur découvrait un lieu secret en poussant une porte dérobée. Cependant, si cette antichambre est restée si longtemps mal connue, voire même inconnue, ce n'est pas tant parce que le lieu était interdit que parce que les clés de la porte y conduisant n'étaient en la possession d'aucun historien. En effet, c'est par une recherche par mots-clés dans les livres et sur Internet, avec l'aide de nombreux amis, dont Alain Renaud, président du groupement de généalogie du Havre et de la Seine-Maritime, mais aussi Christophe Durand, passionné par les personnalités havraises. Nous n'oublierons pas Jean Bourrienne, pour qui l'étude des cultes au Havre est devenue une seconde religion. Philippe Valtou, bien sûr, le capitaine des fichiers et des livres de marine. Jean-Michel Harel, porte-étendard du Havre, que l'on ne présente plus. Simone Vincent, lectrice assidue de la presse du XIXe siècle. Et enfin mon collègue Maxime Lepage, grâce à qui certains mystères de l'histoire personnelle de Victor Marziou ont été élucidés. Tout se passe chez Marziou comme si, mu par une forte pulsion religieuse, il dessinait sa croyance exaltée en y liant la puissance financière, la domination commerciale et l'influence de son entourage.
Alors même qu'il n'a pas atteint sa majorité, il se lie d'amitié avec Jean-Léon Le Prévost, rapporteur au cabinet du ministère des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique. C'est en fréquentant le salon littéraire de Montalembert que Le Prévost avait fait la connaissance de Frédéric Ozanam. Jeune étudiant en droit de 20 ans, Ozanam venait de fonder le 23 avril 1833, avec 5 de ses amis, la Conférence de Charité, sous l'impulsion d'Emmanuel Bailly et de la sœur Rosalie, fille de la Charité. Le 4 février 1834, la Conférence de Charité prend le nom de Conférence de Saint-Vincent de Paul et Marziou en devient membre. Le mariage de Marziou est prévu pour la mi-septembre 1835. 2 jours avant la cérémonie, le futur marié écrit à Jean-Léon Le Prévost « Ô mon ami, qu'il y a loin de la sublimité des fonctions que j'avais choisies au misérable état où je vais entrer. » Pourquoi, à la place de la joie qui doit entourer son futur mariage, se désole-t-il de la situation ? Quelques mois avant, il s'était consacré à la Sainte Vierge en prenant le Saint Scapulaire. Il lui semble alors que par son mariage terrestre, il est en train de trahir spirituellement sa sainte patronne. L'emprise mystique est si forte que moins d'1 an après son mariage, il écrit encore à son ami Jean Le Prévost, ces quelques mots résumés ici. Notre pauvre Marziou, il a voulu le bonheur de la terre, il est riche, marié à une femme qu'il aime, et pourtant, il pleure amèrement les biens qu'il a perdus. Marziou lui-même, écrivant à son ami Lambert, dit « Ne m'imitez pas, allez à Dieu, lui seul est aimable, lui seul est doux. Pour l'atteindre, prenez la voie la plus courte, les autres sont rudes et pleines d'ennuis. » Au regard de cet engagement extrême, il n'y a rien d'étonnant à découvrir qu'ayant pris logement à Ingouville, Marziou lie rapidement des relations avec le milieu catholique havrais. Ainsi, lors de la naissance de la petite Marie-Louise Thérèse, le 16 octobre 1841, son père choisit comme témoin Michel Adrien Coppinger, inspecteur de la manufacture des tabacs du Havre. Retenez ce nom, il aura son importance tout à l'heure. Et Pierre Muffat, prêtre aumônier à l'Hospice du Havre. Marziou va très vite s'impliquer dans la création d'une société religieuse de charité qui est en lien direct non seulement avec les œuvres sociales, mais également avec ses fréquentations antérieures. Le 19 juillet 1841, sur la recommandation du docteur Amédée Ferrand de Missol, coreligionnaire de Frédéric Ozanam, déjà cité, Marziou participe à la fondation au Havre de la conférence de Saint-Vincent de Paul. Selon les annales de la propagation de la foi, mais surtout en référence à l'excellent travail de Jean Bourrienne paru en 2015, Marziou en devient le président, tandis que Henri Franck, encore une fois, retenez bien ce nom, en est désigné trésorier. En fin d'année 1842, Monseigneur Douard, évêque d'Amata, prêtre de l'ordre des Maristes et vicaire apostolique de la Nouvelle-Calédonie, rencontre Marziou et lui expose les difficultés qui freinent les déplacements des pères missionnaires. Ensemble, ils échafaudent l'idée de créer une société commerciale pour favoriser les missions d'évangélisation. Justement, au cours de l'année 1843, le prélat voit son départ vers l'Océanie retardé par manque de navires. Ceci renforce bien évidemment l'idée de fonder la Société de navigation catholique. Le gouvernement promet néanmoins un passage pour l'évêque et plusieurs religieux à bord d'une goélette en partance de Toulon. Les mois passent, le départ ne se fait pas. C'est au cours de son séjour à Toulon que l'évêque rencontre un capitaine de la marine royale, Auguste Marceau, qui, ancien adepte de Saint-Simon et après 20 ans de campagne scientifique et militaire à la mer, a été tout récemment touché par la grâce et est désireux de servir l'Église. Marceau a vu les populations des îles de l'Océanie, rejoignant ici le jugement de Monseigneur Douard sur les Kanaks, qu'il définit comme violents et brutaux,
Marceau considère que l'idolâtrie dans laquelle les indigènes sont versés les voue à l'enfer. Il convient, avec Monseigneur Douard, de sauver, coûte que coûte, ces 15 millions d'âmes en les forçant à se convertir, tout en renforçant les missions catholiques menacées de disparition. En effet, les missions protestantes, avec comme fer de lance les Anglais, sont en train d'asseoir leur suprématie dans le Pacifique en conquérant les cœurs des autochtones avant de conquérir les îles. Dès lors, deux personnages qui ne se connaissent pas encore tiennent pourtant entre leurs mains l'avenir des missions océaniennes. D'un côté, Victor Marziou, armateur, riche négociant et croyant exalté, qui rêve d'évangélisation en aidant les missions catholiques d'outre-mer. D'un autre, Auguste Marceau, capitaine et serviteur de Dieu, désireux de mettre sa vie au service de la religion. Peut-on considérer que la société en faveur de l'expansion du catholicisme en Océanie est le fruit de Marziou? Probablement, ce négociant zélé est-il une pièce maîtresse dans l'élaboration du projet, de même que l'est Monseigneur Douard. Mais au regard d'un rapporteur de l'œuvre de la propagation de la foi, il semble que l'on puisse attribuer à Augustin Normand une impulsion majeure dans la création de la future société. Pourquoi ? 1846 sera pour Augustin Normand une année importante puisqu'il va fonder une société baleinière. Or, celle-ci est, pour son chantier naval, la promesse de la construction de 12 trois-mâts baleiniers. Augustin Normand, tout en s'impliquant dès 1845 dans la création de la future Société d'Océanie, voit très certainement, là aussi, une promesse de construction de navires. Il va en fait très vite déchanter. Revenons à Victor Marziou. Fort de sa motivation et de sa ferveur religieuse, Marziou se déplace à Lyon pour y rencontrer un groupe de négociants à la tête desquels se trouve Monseigneur Épal, évêque de Sion, vicaire apostolique de la Mélanésie. Ceux-ci, gérant depuis 1822 de l'œuvre pour la propagation de la foi, reçoivent froidement les propositions de Marziou. Marziou, revenu au Havre, est au bord de l'abattement. Il rencontre le père jésuite Delfour, qui connaît Marceau et lui parle de ce capitaine religieux. Aussitôt, Marziou reprend contact avec Monseigneur Épal, car il pressent que cet officier est l'homme de la Providence. Cette fois, il est écouté avec bienveillance. Que s'est-il passé entre les deux? Le père Colin, père fondateur des Maristes, très intéressé par un secours à apporter aux missions océaniennes, est conquis depuis quelque temps par la motivation religieuse de Marceau. Il enjoint donc Monseigneur Épal de considérer avec bienveillance la proposition de Marziou. Par ailleurs, un brick, le Marie-Joseph acheté par Monseigneur Rouchouz, évêque de Nilopolis, missionnaire de l'ordre de Picpus pour le service des missions de l'Océanie orientale, avait coulé en 1844 avec le prélat et 24 prêtres missionnaires. En fait, l'histoire en 1999 a été enfin révélée. Le bateau a coulé en 1843, échoué sur l'île de Pâques, dans la baie d'Anakena, et les Pasquans, qui en avaient marre de se faire razzier par les baleiniers qui faisaient escale sur l'île pour faire de l'eau, ont tué le prélat et les missionnaires et se sont offert un repas de cannibales sur la plage. C'était le dernier repas de cannibales qui a eu lieu sur l'île par les Pasquans. Toujours est-il qu'à la suite de la perte du Marie-Joseph, l'œuvre pour la propagation de la foi se retrouve sans navire. Enfin, la récente prise de possession des îles Marquises par la France et la déclaration de protectorat de Tahiti,
laissait entrevoir aux négociants de possibles échanges commerciaux avec ces archipels. Les amis de Marziou sentent que le temps est venu de fonder cette société française de l'Océanie tant attendue. Dès 1844, la société commerciale commence à émettre informellement des actions en vue de sa constitution. Pendant ce temps, Auguste Marceau se rend à Rome. Le pape lui-même, plusieurs archevêques, des évêques, des prêtres achètent des actions. Au plan local, de nouveaux souscripteurs se joignent au comité. On retiendra en particulier Coppinger, inspecteur de la manufacture des tabacs et vice-président de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul. Vous vous rappelez, il avait été témoin de la naissance de son troisième enfant. Leclerc, curé du Havre. Émile Franck, que l'on retrouve ici, que l'on a vu précédemment, courtier maritime au Havre, qui sera d'ailleurs en 1848 courtier pour Marziou. La société est officiellement fondée le 20 juin 1845. Le comité central de l'œuvre de la propagation de la foi apprend alors la réussite de l'entreprise. Alors même que Monseigneur Épal s'était fait le porte-parole très critique des négociants de Lyon, qui entrevoyaient une forme de concurrence, l'œuvre fait immédiatement valoir son contentement et annonce sa participation. Marziou est nommé gérant. Il a maintenant toute liberté pour mettre en place l'échiquier dont il a positionné les pièces depuis des mois, voire des années. Marceau et Marziou, lors de leur première rencontre, avaient eu des divergences de vues sur le fonctionnement de la société. Pour Marceau, la future flotte de l'entreprise se devait d'être avec des navires entièrement dévoués à l'évangélisation. Pour Marziou, certes, les navires doivent transporter les missionnaires et assurer les liaisons entre les archipels et les îles, mais la survie de la société passe par une composante commerciale assurant aussi un retour sur investissement à la hauteur des 5% de bénéfices annoncés dans l'article 27. Il ne perdait pas le nord. En ce second semestre de 1845, les divergences de vues, difficilement conciliables, car spirituelles pour le premier, comptables pour le second, échappent à tous, sauf peut-être à Marziou, directement concerné, qui tient là une échappatoire en cas de soucis financiers à venir. Auguste Marceau est nommé commandant du premier navire dont dispose la Société française de l'Océanie. Premier navire de la société, pourtant personne n'en a entendu parler jusqu'à présent. Dès la fin de l'année 1844, Marziou avait ourdi son plan. Un 3 mâts en construction à Nantes avait retenu son attention et il s'en était porté acquéreur au nom de la société à venir. Le nom de Arche d'Alliance, qui sera dorénavant celui du navire, s'était imposé à son esprit un jour qu'il se trouvait en pèlerinage à pied à Notre-Dame de Fourrière. Le pavillon de la société fut également dessiné bleu et blanc aux couleurs de la Vierge. Quant à la flamme du pavillon, pavillon de reconnaissance, long de 6,50 mètres à flotter au sommet du grand mât, il est blanc, orné d'une croix rouge. Le navire va vivre son lancement nantais avec une première bénédiction par Monseigneur de Hercé. Rapatrié au Havre pour son armement en vue de sa première mission, Desgenettes, curé de Notre-Dame des Victoires, célèbre le 14 novembre, veille de l'appareillage, une messe en l'église Notre-Dame avec les missionnaires, quelques passagers, les membres d'équipage, les actionnaires de la société et les amis de la région normande jusqu'à Paris. Le voilier appareille du Havre le 15 novembre 1845. Le 24 mai 1846, soit 6 mois après son départ du Havre, l'Arche d'Alliance arrive aux Marquises. Dès lors, les déplacements se font au gré des îles et des archipels pour visiter les missions et les pères
en charge des stations. Un but secondaire mais essentiel pour les congrégations religieuses françaises est de marquer le territoire de la présence catholique en s'opposant aux protestants anglais. Le 20 janvier 1847, l'Arche d'Alliance arrive en Nouvelle-Calédonie et entre dans la passe de Balade, y trouvant un second navire, l'Anonyme, de la même société, arrivé le 1er janvier. L'Anonyme, le nom du navire à lui seul, est révélateur de l'état d'esprit de Marziou. Il apparaît là, clairement, que celui-ci a affrété et expédié en toute discrétion un autre navire au nom de la Société de l'Océanie. Son but était de faire rapidement voyager à son bord Gustave Touchard, émissaire officiel, représentant de la Société. À l'appui de cette affirmation se trouve une lettre du 27 septembre 1846 du ministère de la Marine au gouverneur de Tahiti. Il y apparaît clairement les faits suivants. Selon le plan commercial que Marziou veut développer, le représentant Touchard est recommandé auprès du gouverneur de Tahiti par le ministre de la Marine pour que toute facilité lui soit donnée afin de créer des entrepôts commerciaux en vue du développement de cette branche par les navires de la Société. Marziou puise donc dans les finances alimentées par l'actionnariat et il a acheté des navires pour la Société française d'Océanie, mais pas par la Société française d'Océanie. On reviendra tout à l'heure sur cette nuance d'importance. A contrario, lors de ses escales dans les ports, le capitaine Marceau ne trouve aucune lettre, aucune liquidité provenant du gérant de la société. Le commandant abandonné de Marziou durant l'expédition doit trouver seul de l'argent pour payer l'équipage, renouveler les vivres et réparer le navire. Marziou a-t-il perdu la tête? Agit-il égoïstement? Non. Mais en opérant ainsi, privant Marceau d'argent frais, il le contraint à respecter la clause de laquelle le capitaine religieux voulait s'exonérer, faire de la société un organe commercial. Pour survivre, Marceau sera contraint d'accepter de faire du capotage pour les Anglais. De retour à Brest, après 44 mois de navigation, l'Arche d'Alliance désarme à la mi-juillet 1849. Marceau et Marziou se retrouvent alors et les différends qui les animaient au départ éclatent au grand jour, car la société s'est entre-temps largement endettée et sa survie est même à l'ordre du jour. La faute, selon les critiques les plus virulentes, et cela durera jusqu'en 1931, 3/4 de siècle, durant lesquels on va accuser Marceau d'avoir refusé de développer la branche commerciale en assurant en retour un flux d'argent frais au bénéfice de la société et des actionnaires, ayant de fait condamné la Société française d'Océanie. Sur ce point, le contrat unissant Marceau à la société était clair et il devait l'assistance spirituelle aux missionnaires, mais répondre également aux contraintes commerciales de l'entreprise qui l'emploie. Marceau, Marziou, en tant qu'homme d'affaires et gérant de la société, et fort de l'appui des actionnaires qui n'avaient pas touché leurs dividendes, lui signifie ce manquement en retenant sur sa paye la moitié de ses gages. Cette position directoriale très ferme, voire cassante, nous amène à aborder ici la troisième et avant-dernière partie de cette présentation. En cernant la construction de la carrière de Marziou et en analysant ses implications au travers des différentes sociétés qu'il aura fondées. Lorsque Marziou conçoit la Société française de l'Océanie, il entend les appels de ses amis négociants qui souhaitent commercer avec les îles océaniennes récemment entrées sous le régime des colonies françaises. Marziou a par ailleurs lu avec intérêt les annonces douanières qui stipulent des avantages financiers, par exemple, au commerce du cuivre. En mars
1846, Marziou intéresse le duc d'Écart à la Société française d'Océanie, dont le fils Jean, en tant qu'officier de la marine sarde, vient de rentrer d'une mission militaire à Tahiti. Une transaction commence, et cette transaction se négocie de la sorte. Si le duc entre dans la société en achetant 100 actions, Marziou promet un commandement à son fils sur un navire de la société. En 1846, la société n'a pas encore de navire, qu'à cela ne tienne. Marziou fait construire un 3-mâts à Gênes par contrat du 3 février 1847 qui portera le nom de Stella del Mare. Achevé en moins de 8 mois, le navire est armé à Marseille en septembre 1847 et appareille un mois plus tard. Le jeune capitaine, Jean d'Écart, va mener le navire de la Méditerranée au Pacifique et à la mer de Chine au cours d'une navigation de 3 ans. Il respecte à la lettre les consignes de Marziou, qui lui a demandé d'évaluer pour chaque région de l'Océanie, de l'Australie et de l'Asie les potentialités commerciales à venir, vendant pour se faire de la nacre ici, des trépangues là, se renseignant aussi sur les gisements de cuivre et sur le commerce des minerais. Le capitaine Jean d'Écart, à bord du Stella del Mare et sa mission achevée, rejoint Gênes le 27 août 1849. Il rend compte de ses observations à Marziou, qui, malgré les dettes de la société, envisage l'avenir avec optimisme, car il voit la suite au travers du prisme du commerce maritime. Cependant, nous le savons déjà, la Société française de l'Océanie va mal. Si Marceau sert de bouc émissaire pour expliquer les difficultés financières, en fait, le premier coup et le principal porté à cette société a été la révolution de 1848 et les conséquences sur la bourse. On verra pourquoi tout à l'heure. La société est en déficit à partir du mois d'octobre. Elle fait appel à la générosité de l'Église. Le père Colin accepte, après bien des hésitations, à l'aider financièrement. Mais en janvier 1849, c'est au tour de l'œuvre de la propagation de la foi d'être à court d'argent du fait du prêt consenti. Le 3 mars, la Société de l'Océanie continue de s'enfoncer et cette fois, ce sont les évêques qui sont financièrement sollicités. À la mi-mars 1850, la situation est catastrophique. L'œuvre pour la propagation de la foi accorde encore 200 000 francs, et ce sont des francs or, d'aide à la Société de l'Océanie. Comment cette société, aux nombreux et zélés actionnaires, se retrouve-t-elle en seulement 6 années au bord de la liquidation? La réponse est à venir, mais auparavant, voyons ce qu'a antérieurement échafaudé Marziou. Par acte sous seing privé, en date du 15 janvier 1847, il avait fondé une autre société par action, dénommée Victor Marziou et compagnie, Union Maritime. Outre une entrée d'argent frais par l'intermédiaire des actionnaires, son but principal porte alors sur les opérations d'armement et d'exploitation des différentes branches de commerce dont sont susceptibles les places maritimes. L'Union maritime devient donc dès 1848 la branche commerciale de la Société française de l'Océanie, à laquelle il est possible de souscrire par l'achat d'actions de 500 francs. Marziou s'élève ainsi au rang de négociant et armateur, disposant d'une flotte de 6 navires. Le lien entre la Société française de l'Océanie et l'Union maritime est patent à qui sait regarder, car le symbole dessiné en haut et à gauche représente un drapeau orné d'une croix latine. Comme l'était la flamme de la Société de l'Océanie. Justement, en 1849, alors que rien ne va plus pour la Société de l'Océanie, Marziou la maintient malgré tout en survie. Pourquoi ? Car la Société de l'Océanie devient
pour le gérant de l'Union maritime une véritable société parallèle qui lui permet de justifier des transferts d'argent entre les deux entités et de masquer son activité d'armateur et de négociant. Changeons en apparence de sujet. Janvier 1848, la découverte d'or à Sutter's Mill, en Californie, déclenche une ruée qui va durer 8 années. Deux faits vont entrer en résonance. La volonté du gouvernement post-1848 qui veut débarrasser la France des Rouges, l'opportunité pour l'État français de profiter de la ruée vers l'or en Californie pour envoyer loin de la patrie tous les individus jugés indésirables, les nobles déchus, les militaires dégradés, les manœuvriers sans emploi, les femmes de basse condition. Une société dite des lingots d'or est créée par décret du 3 août 1850 qui consiste à émettre des billets de loterie à 1 franc dont le gagnant peut gagner un lingot de 400 000 francs et il y aura en lot de compensation des passages gratuits pour la Californie. Tiens. 3700 titres de transport gratuits par mer jusqu'à San Francisco furent attribués sur les 5 millions de billets de loterie vendus. 400 000 francs, le lingot, 5 millions empochés. Il y a un sacré bénéfice qui est réalisé. Le marché public du transport par mer des gagnants de la loterie est administrativement ouvert à la concurrence entre plusieurs compagnies maritimes des divers ports de France, Bordeaux, Nantes, Le Havre. Et qui croyez-vous qui obtint le marché? Victor Marziou, qui s'impose alors comme le convoyeur officiel des émigrés pour la Californie, même si, déjà à l'époque, des doutes sont émis quant à la régularité de l'attribution. Marziou a d'ailleurs déjà réorienté un large pan d'activité de sa société Union Maritime sur le transport d'émigrés vers la Californie. Certains navires partant du Havre, comme le Moïse que l'on voit ici, le Notre-Dame des Victoires ou le Saint-Joseph, d'autres partent de Bordeaux, comme le Sansonnet, et d'autres enfin appareillent de Marseille comme l'Adèle ou l'Antonio. La Société des lingots d'or est pour sa part liquidée en 1851. Fort du contrat de transport que Marziou avait obtenu de l'État pour les traverser jusqu'en 1853, il demande donc des dommages et intérêts sur les émigrés potentiels et manquants. Juillet 1856, en association avec Henri Matet, négociant parisien, Marziou lance une nouvelle société qu'il baptise Banque française d'outre-mer. Mais le gouvernement de la Banque de France, très susceptible sur l'emploi réservé du mot banque, est aux aguets, d'autant plus que les statuts de ces sociétés Marziou, Matet et compagnie n'ont pas été approuvés par le gouvernement. La Banque de France, en accord avec le ministre des Finances, enjoint Marziou de changer d'appellation. La société devient la Caisse française d'outre-mer. Peut-être faut-il s'interroger sur ce qu'est cette Caisse française d'outre-mer. Elle est construite par Matet et Marziou avec l'appui du groupe Rothschild, comme une institution financière qui doit faciliter les transactions entre les fournisseurs de main-d'œuvre de l'Inde, de la Chine et de l'Océanie et les employeurs du monde entier. C'est bien dit, hein ? Dès lors, la Caisse française d'outre-mer se révèle être un organisme de transport et d'importation de courrier. En cette fin, ou cette seconde moitié du XIXe siècle, personne ne s'émeut de cette forme à peine camouflée d'esclavagisme. Ça se tombe bien qu'on en parle aujourd'hui, puisque, effectivement, hier était la journée de commémoration. Est-ce une pratique illégale à cette période? Non. Au contraire, elle est même largement encouragée par les États européens et américains. À la suite de l'abolition de l'esclavage en 1848, déclarée par exemple en France pour les colonies des Antilles françaises et de l'océan Indien, je pense en particulier à l'île Maurice et à la Réunion, les puissances européennes ont nécessité de trouver des ouvriers
pour travailler dans les exploitations et les entrepôts. Le transport de coulis et de merles est donc une forme légale, mais déguisée, de traite, bien qu'elle soit autorisée. L'engagisme, cet autre état de servitude auquel Marziou contribue en transportant les coulis sur ses navires, est-il moralement digne d'un catholique pratiquant? Je vous laisse juger. L'engagisme est-il plus respectable dès lors qu'il offre un enrichissement en retour aux actionnaires sur l'investissement et l'asservissement des hommes? Là encore, je vous laisse juger. Voilà en plus ce que nous apprend le journal de mer du capitaine Pinard concernant le navire le Saint-Paul, armement Marziou, faisant commerce entre la Chine et l'Australie. Il s'est perdu le 11 septembre 1858 sur un écueil de l'archipel des Louisiades en Papouasie. Or, ce navire pratiquait la traite des coulis des Chinois pauvres et le plus souvent illettrés qui, par un contrat qu'ils avaient été contraints de signer sans en saisir le sens, se trouvaient transportés vers l'Australie en manque de main-d'œuvre. Mais le voyage n'avait pas tourné comme espéré, puisque le navire échoué sur l'île Adèle avait fait l'objet d'une chasse à l'homme par les indigènes, dont un seul Chinois en était sorti vivant sur les 335 qui étaient transportés, les autres ayant été massacrés et mangés par les anthropophages. 1858 s'inscrit dans la cascade des mauvaises années pour Marziou. L'empereur des Français, dès l'ouverture du corps législatif de 1857, demande à ce que les projets de ligne postale entre les Amériques et la France soient réalisés. Des subventions sont trouvées par le ministère de la Marine. Devant l'importance de l'exploitation à venir, 3 lignes sont créées et le groupe financier Rothschild parvient à obtenir la concession de la ligne postale au départ de Marseille. La société Victor Marziou et compagnie, Union Maritime, soumissionne de son côté pour la concession de la ligne postale New York-Le Havre et de la ligne France-Antilles-Brésil qu'elle obtient par décret du 20 février 1858. Victor Marziou et compagnie espère empocher les 9 300 000 francs de subventions promis par l'État, mais il s'engage à constituer un capital de 50 millions de francs et entretenir une flotte de 15 paquebots rapides, sous-entendu à vapeur. Bien que Marziou ait tissé des liens avec le baron de Rothschild pour, semble-t-il, on comprendra tout à l'heure pourquoi, contrecarrer les projets des frères Pereire à la tête de la Compagnie Générale Maritime, Marziou rencontre des difficultés pour relever le défi. L'appât du gain, le désir de rivalité avec les plus grands ou l'insouciance l'amène au bord de la catastrophe. Il n'a ni la flotte nécessaire, ni les reins assez solides pour conduire le projet. Marziou réalise que pour cette concession, il doit entièrement renouveler sa flotte et investir dans des navires à vapeur. En effet, plusieurs navires avec cette nouvelle propulsion sont déjà opérationnels et montrent leur supériorité en matière de vitesse. Marziou n'a ni les liquidités ni la possibilité d'acheter autant de navires transatlantiques en si peu de temps. Dépassé par l'ampleur des dossiers, il s'enferre pourtant encore un peu plus. En novembre 1860, il achète des brevets des gazomoteurs et annonce qu'il va équiper des navires avec cette nouvelle propulsion que M. Maslin met au point dans ses usines du Havre. Ce système ne pourra jamais être mis en œuvre, car à cette époque, la technologie ne permet pas de maîtriser de telles pressions pour les moteurs. En 1859, Marziou leurre pourtant encore les investisseurs et les actionnaires, mais lui-même juge secrètement que l'affaire est perdue. En toute discrétion, il se rapproche des frères Pereire et commence les négociations. Pereire, qui n'avait pas souhaité soumissionner, jugeant au moment les subventions de l'État trop faibles.
On comprend pourquoi, finalement, les Pereire n'avaient pas sauté sur les marchés quand c'était possible. Et un des frères propose à Marziou, en échange des 2 lignes postales dont il doit céder les droits, une indemnité de 300 000 francs et le remboursement des 2 millions qu'il a déjà avancés. Pourquoi une telle générosité? Pereire, fort de cette transaction lui conférant dorénavant l'hégémonie, va ensuite soumettre le marché de la révision à la hausse des subventions à l'État, qui de fait est contraint de céder. Marziou, en pensant avoir gagné, venait de tout perdre. Tout? Pas encore. Mais le pire n'a pour lui jamais été aussi proche. Nous voilà, sinon arrivés au terme de la recherche, du moins à la conclusion